Saviez-vous que selon l'American Association for Marriage and Family Therapy, 55% des personnes présentant des traits de pervers narcissiques avouent avoir déjà été infidèles? Plus d'une personne sur deux. Derrière ce chiffre, ce n'est pas seulement une histoire de tromperie, c'est un mécanisme profond, une mécanique de manipulation qui transforme un couple toxique en véritable prison psychologique. Vous avez peut-être déjà ressenti cette contradiction étrange, des déclarations d'amour passionnées, suivies de silence glacial. Des promesses de fidélité, puis des soupçons qui s'accumulent. Ce décalage n'est pas un hasard. Freud expliquait que le mensonge répété reprogramme le cerveau. Et les neurosciences le confirment, plus un manipulateur ment, plus son cerveau s'habitue à l'infidélité comme si c'était normal. Voilà pourquoi, dans une relation toxique, le mensonge n'est pas l'exception, c'est la règle. Alors la vraie question n'est plus seulement, est-il infidèle, mais jusqu'à quel point ai-je déjà été piégé dans cette spirale? Parce que chaque pervers narcissique, chaque manipulateur infidèle, construit une illusion si parfaite qu'on finit par douter de soi avant de douter de lui. Et c'est ce doute qui détruit, bien plus que l'infidélité elle-même. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Carl Jung disait que chacun de nous porte un masque, ce qu'il appelait la persona, l'image que nous montrons au monde pour être accepté. Mais derrière ce masque, il y a l'ombre, la part inconsciente, faite de désirs cachés, de contradictions et de blessures profondes. Chez le pervers narcissique, cette ombre prend une dimension effrayante, car elle ne se contente pas d'être refoulée, elle s'exprime à travers la manipulation, le mensonge, et souvent, l'infidélité. Freud avait déjà souligné que la pulsion de répétition pousse certains individus à rejouer les mêmes scénarios destructeurs encore et encore, comme s'ils étaient prisonniers de leurs propres démons intérieurs. Et c'est exactement ce que vous observez quand, un jour, le masque tombe et que vous découvrez une vérité que vous pressentiez déjà. Selon une étude menée en 2021 par l'American Association for Marriage and Family Therapy, près de 55% des personnes qui présentent des traits narcissiques admettent avoir été infidèles au moins une fois dans leur vie de couple, contre environ 20% dans la population générale. Ce chiffre n'est pas un hasard, il révèle une tendance structurelle. Le pervers narcissique n'aime pas réellement, il se nourrit de l'énergie des autres, de leur admiration, de leur dévouement. Et lorsque cet apport s'affaiblit, il cherche ailleurs. C'est un mécanisme presque mécanique, comme si son besoin de reconnaissance ne pouvait jamais être comblé. Vous vous demandez peut-être, comment ai-je pu ne pas voir plus tôt? C'est là que réside toute la subtilité de ce type de personnalité. Sénèque rappelait que, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Face au pervers narcissique, vous n'avez pas osé voir. Non pas par naïveté, mais parce qu'il a construit autour de vous un théâtre parfaitement rodé. Des attentions excessives, des déclarations d'amour enflammées, un besoin constant de vous séduire même après des années, mais tout cela n'était pas destiné à vous aimer, seulement à vous posséder. Et ce masque de séducteur, de partenaire parfait, il le porte avec un talent d'acteur qui tromperait les plus attentifs. Les neurosciences confirment ce que Jung et Freud avaient pressenti, le cerveau humain est câblé pour chercher la cohérence. Quand une personne nous dit « je t'aime », mais agit de façon contradictoire, notre esprit va d'abord chercher à combler les incohérences plutôt qu'à les voir. C'est ce que Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, appelle le biais de confirmation. Nous croyons plus facilement ce qui conforte notre désir que ce qui le contredit. Ainsi, quand le pervers narcissique multiplie les absences, les messages secrets ou les changements d'humeur, vous trouvez des explications rationnelles. Il est fatigué, son travail est stressant, il a besoin d'espace. Vous ne voyez pas que c'est le masque qui se fissure. Un témoignage frappant vient d'une actrice américaine, qui a raconté anonymement avoir découvert l'infidélité de son partenaire après 10 ans de vie commune. Elle expliquait que les indices étaient visibles dès la 3e année, les voyages imprévus, le téléphone toujours retourné sur la table, les compliments devenus mécaniques. Mais elle ne pouvait pas l'admettre, car elle avait construit une partie de son identité sur ce couple. Ce déni est universel, il touche aussi bien l'étudiant que le chef d'entreprise, car personne ne veut voir que l'amour dans lequel il s'investit est peut-être une illusion. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, « Si quelqu'un te trompe, c'est son problème, non le tien ». Cette phrase est dure, mais elle contient une vérité essentielle. L'infidélité du pervers narcissique n'est pas un reflet de votre valeur, mais de sa propre incapacité à aimer. Pourtant, tant que le masque reste en place, vous aurez tendance à vous blâmer, à vous demander ce que vous n'avez pas donné, ce que vous avez mal fait. Et c'est là que réside la plus grande illusion. La psychologie moderne nous apprend que la fidélité, pour un pervers narcissique, n'est pas une valeur mais une stratégie.
Tant que vous représentez une source de valorisation suffisante, il reste. Dès que vous devenez trop familier, trop sécurisant, il va chercher la nouveauté ailleurs. Il ne s'agit pas d'un simple désir charnel, mais d'une quête identitaire. En séduisant quelqu'un de nouveau, il croit se prouver qu'il existe encore, qu'il est exceptionnel. C'est pourquoi il peut tromper même lorsqu'il affirme vous aimer profondément. L'amour, dans son langage, n'a pas la même définition que dans le vôtre. Ce qui est troublant, c'est que les études en neurosciences affectives montrent que chez les personnes à forte tendance narcissique, le système de récompense du cerveau s'active non pas lorsqu'elles donnent de l'amour, mais lorsqu'elles reçoivent une validation extérieure. En d'autres termes, séduire une nouvelle proie libère chez elles plus de dopamine que de rester fidèle à un partenaire stable. Voilà pourquoi le masque du partenaire idéal finit toujours par se fissurer. Biologiquement, psychologiquement, le pervers narcissique est attiré par le frisson de la nouveauté. Et vous, dans tout ça, vous êtes dans l'attente, dans l'espoir, dans la peur de perdre ce que vous pensiez être la plus belle relation de votre vie. Mais ce n'est pas vous qui êtes en faute. C'est votre cerveau qui a été piégé par des illusions savamment construites, par un jeu d'ombre et de masques que Jung aurait reconnu immédiatement. Le problème n'est pas que vous n'avez pas vu, mais que vous avez cru à l'amour tel qu'on vous l'avait présenté. Et c'est précisément à ce moment, quand le masque commence à tomber, que la véritable bataille commence. Parce que voir la réalité, c'est déjà commencer à se libérer. Freud disait que rendre conscient l'inconscient, c'est guérir. Comprendre que le masque du pervers narcissique est une illusion, c'est le premier pas pour ne plus être prisonnier de son jeu. Rien ne vous oblige, mais vous pouvez partager votre expérience en commentaire. Je vous répondrai. Vous a-t-il trompé? Sigmund Freud affirmait que « nul ne peut garder un secret. Si ses lèvres se taisent, il bavarde avec ses doigts. » Cette phrase résume parfaitement la manière dont le corps trahit toujours l'esprit. Même les meilleurs manipulateurs, même ceux qui se vantent de savoir contrôler chaque mot, chaque geste, laissent échapper des signaux invisibles. Carl Jung allait encore plus loin. Pour lui, l'inconscient projette toujours ses vérités à travers de petits détails que l'on néglige, mais qui, mis bout à bout, forment un tableau implacable. Et c'est justement là que commence votre pouvoir, apprendre à voir ce qui est sous vos yeux depuis longtemps. Des études récentes en psychologie comportementale montrent que plus de 80% des personnes infidèles modifient inconsciemment leur langage corporel. Cela peut aller de micro-expressions furtives, comme un sourire forcé, à des comportements plus visibles, éviter le regard, croiser les bras de manière défensive, se tenir physiquement plus éloigné. Le pervers narcissique, pourtant maître de la mise en scène, ne fait pas exception. Son masque peut convaincre par les mots, mais son corps, lui, parle un autre langage. Imaginez cette scène, il rentre tard, son explication est claire, logique, presque trop parfaite. Mais son regard fuit, sa voix tremble légèrement, son corps se crispe. Votre instinct le perçoit mais votre esprit, conditionné à lui donner le bénéfice du doute, rejette ce signal. Jung expliquait que nous avons tous une fonction intuitive, cette petite voix intérieure qui sait avant la raison. Le pervers narcissique le sait, et il joue avec ce décalage, il compte sur votre besoin de cohérence pour ignorer les signaux contradictoires. Les neurosciences apportent un éclairage fascinant. Une étude publiée dans le Journal of Nonverbal Behavior a révélé que lorsqu'une personne ment, son cerveau consomme en moyenne 18% d'énergie supplémentaire, car il doit construire une version alternative de la réalité. Cette surcharge se traduit par des indices corporels, clignements d'yeux plus fréquents, gestes de self-soothing comme toucher son cou ou ses lèvres, et surtout, un décalage entre le langage verbal et non verbal. Si ces mots disent « tout va bien », mais que son corps se ferme, vous êtes face à une incohérence, et l'incohérence est le langage de l'infidélité. Un témoignage d'un patient recueilli par un psychiatre américain est frappant. Cet homme, marié depuis 15 ans, se souvenait avoir toujours senti, sans preuve concrète, que sa femme n'était pas fidèle. Il racontait, elle riait à mes blagues, mais ses yeux étaient absents. Elle m'embrassait, mais ses épaules restaient figées. Ce décalage entre le geste et l'émotion était le signal. Il ne voulait pas l'écouter, mais le corps de sa femme parlait un langage que ses mots ne pouvaient pas cacher. Marc Aurèle écrivait « L'âme se colore des pensées qu'elle entretient ». Si votre partenaire nourrit des pensées de trahison, de désir ailleurs, son âme se teinte, et malgré le masque, vous percevez la différence. Vous ressentez une froideur, un désintérêt subtil. La main qui autrefois se posait naturellement sur la vôtre se fait hésitante, ou pire, mécanique. Et vous vous demandez, est-ce moi qui deviens paranoïaque? Non. C'est votre perception qui se réveille, votre capacité à lire les signaux invisibles. Freud parlait du lapsus, ces mots qui échappent et révèlent l'inconscient. Mais il existe aussi ce que l'on pourrait appeler les lapsus du corps. Un nom prononcé dans le sommeil,
un sourire en lisant un message qu'il ne veut pas vous montrer, une respiration qui change quand vous posez une question trop directe. Ces détails semblent anecdotiques, mais ils forment un pattern. Et ce pattern, une fois reconnu, devient la clé pour déchiffrer la vérité. Les chiffres ne mentent pas. Une recherche menée par le Dr Paul Ekman, spécialiste mondial des micro-expressions, a montré que 95% des mensonges s'accompagnent d'une micro-expression faciale involontaire, qui dure moins d'une seconde. Cela peut être un froncement de sourcils, une tension de la mâchoire, un coin de bouche qui tremble. Le pervers narcissique, malgré son talent, ne peut contrôler l'entièreté de son visage en permanence. Et si vous apprenez à voir, à vraiment voir, vous ne pourrez plus ignorer. Mais ce savoir est une arme à double tranchant. Car voir, c'est aussi souffrir. Plus vous décidez d'ouvrir les yeux, plus vous découvrez des fragments de vérité qui dérangent. Pourtant, c'est dans cette douleur que commence la libération. Jung disait, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. Lire le langage caché du corps, c'est affronter cette obscurité, c'est accepter que l'autre n'est pas celui qu'il prétend être. Et alors, la question surgit en vous, que dois-je faire de ces signaux? Dois-je les confronter? Dois-je attendre des preuves tangibles? La vérité, c'est que les preuves tangibles arrivent toujours trop tard. Mais votre perception, vos sens, vos intuitions sont vos meilleurs alliés. En apprenant à décoder le langage invisible du corps et de l'esprit, vous redevenez acteur de votre propre histoire, au lieu d'être prisonnier du théâtre du pervers narcissique. Carl Jung rappelait que l'ombre est cette part de nous que nous refusons de voir, mais qui finit toujours par se manifester. Chez le pervers narcissique, cette ombre est alimentée par un besoin insatiable de séduction et de domination. Ce mélange est explosif, car ce qui commence comme un charme irrésistible se transforme tôt ou tard en un mécanisme de contrôle qui trahit ses véritables désirs. Freud parlait de la compulsion de répétition, cette tendance inconsciente à rejouer encore et encore le même scénario destructeur. Le pervers narcissique, lui, répète inlassablement ce cycle, séduire, posséder, dominer, puis chercher ailleurs ce qu'il croit ne plus trouver chez vous. Selon une étude publiée dans Personality and Individual Difference, plus de 60% des individus présentant de forts traits narcissiques se disent motivés par la conquête et la nouveauté, et non par la profondeur relationnelle. Ce chiffre est crucial. Il révèle que l'infidélité n'est pas un accident, mais un prolongement naturel de leur structure psychologique. Pour eux, séduire n'est pas seulement un jeu, c'est une preuve de pouvoir, une validation de leur identité. Chaque nouvelle conquête vient nourrir leur ego comme une drogue. Vous l'avez sûrement remarqué, au début, leur séduction est magnétique. Des compliments constants, une attention presque excessive, des regards qui semblent vous percer. Mais ce trop-plein est déjà un signe. Marc Aurèle disait, l'excès est l'ennemi de l'équilibre. Derrière cette avalanche de séduction se cache un besoin compulsif de contrôler votre perception. Ils ne veulent pas seulement que vous les aimiez, ils veulent que vous croyiez qu'ils sont indispensables, uniques, irremplaçables. Ce contrôle psychologique est la première étape de la trahison. La neuroscience apporte ici une explication fascinante. Le pervers narcissique fonctionne avec un système de récompense hyperactivé par la nouveauté. Une étude en neuropsychologie relationnelle a montré que chez ces personnalités, la libération de dopamine est bien plus intense lorsqu'ils séduisent quelqu'un de nouveau que lorsqu'ils approfondissent une relation existante. Autrement dit, leur cerveau est programmé pour chercher ailleurs. Ce n'est pas que vous n'êtes pas assez, c'est que leur système intérieur est incapable de se contenter. Un exemple concret illustre cette mécanique. Une patiente racontait à son thérapeute qu'au début de sa relation, son partenaire la couvrait de cadeaux et d'attention, mais qu'avec le temps, ses gestes avaient perdu leur chaleur. Lorsqu'elle posait des questions, il réagissait par la colère, ou pire, par l'indifférence glaciale. Mais ce même partenaire se montrait charmeur et volubile en présence de nouvelles personnes. Ce contraste, ce basculement de la séduction vers la froideur, est le signe que son désir ne vise plus la relation, mais le contrôle. Sénèque disait, « Celui qui n'est pas maître de lui-même est esclave de ses passions ». Le pervers narcissique est exactement cela, un esclave de son besoin de séduire. Et paradoxalement, cette quête incessante de validation le trahit. Car plus il cherche à séduire, plus il expose ses failles. Les compliments deviennent mécaniques, les gestes répétitifs, la passion initiale se transforme en routine de manipulation. Vous sentez que quelque chose sonne faux, et ce malaise est le premier indice que son désir ne vous est plus entièrement destiné. Mais il y a plus subtil encore, le contrôle. Quand il commence à multiplier les reproches, à critiquer vos moindres faits et gestes, à vous isoler de vos proches, ce n'est pas simplement de la jalousie. C'est une projection. Jung expliquait que ce que nous accusons chez l'autre est souvent le reflet de ce que nous cachons en nous-mêmes. Ainsi,
Le pervers narcissique qui vous accuse sans cesse d'être infidèle ou de chercher ailleurs ne fait que révéler ses propres désirs, déjà tournés vers d'autres horizons. Un psychiatre spécialisé dans les troubles de la personnalité a noté que 70% des patients narcissiques projetaient leur propre infidélité en accusant régulièrement leur partenaire. Ce mécanisme leur permet de détourner l'attention et de maintenir le contrôle. Vous finissez par vous justifier, par douter de vous-même, pendant que poursuivent librement leurs propres pulsions. Freud disait que le désir humain est par essence insatisfait, mais chez le pervers narcissique, ce désir devient une prison. Il ne cherche pas à aimer, il cherche à se prouver qu'il peut toujours conquérir. Et dans cette quête, il laisse derrière lui des traces visibles. Les regards appuyés vers d'autres en votre présence, les messages qu'il cache, l'attention qu'il retire soudainement de votre relation pour l'investir ailleurs. Ce sont des fissures dans le masque, des révélations de son ombre. Alors, que faire quand vous voyez ces signaux? La première réponse est d'accepter que ce n'est pas une question de votre valeur. Ce n'est pas parce que vous avez manqué de quelque chose. La seconde réponse est de comprendre que son désir est un symptôme de son vide intérieur. Et la troisième, la plus difficile, est de décider si vous voulez continuer à être prisonnier de son théâtre ou si vous choisissez de reprendre le contrôle de votre propre histoire. Le pouvoir réside dans le regard que vous portez. Lorsque vous cessez de vous laisser hypnotiser par sa séduction, lorsque vous voyez que ce charme n'est pas amour mais contrôle, alors son ombre perd de sa force. Comme le disait Jung, ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu regardes en face s'efface. Carl Jung expliquait que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. C'est cette vérité qui rend la manipulation du pervers narcissique si redoutable. Il connaît vos blessures, vos manques, vos désirs, et il les utilise pour bâtir deux mondes parallèles, celui qu'il vous montre, rempli d'amour et de promesses, et celui qu'il cache, fait de secrets, de conquêtes et de trahisons. Vous vivez alors dans une illusion soigneusement entretenue, une double vie émotionnelle dont vous ne voyez qu'une moitié. Freud parlait du clivage du moi, cette capacité à compartimenter des réalités contradictoires sans jamais ressentir le besoin de les confronter. Le pervers narcissique excelle dans ce mécanisme. Avec vous, il est l'amant passionné, celui qui vous promet fidélité et exclusivité. Avec l'autre, il est l'aventurier, le séducteur insatiable. Il ne ressent pas la dissonance, car il vit dans deux vérités parallèles. Ce qui pour vous serait une contradiction intenable est pour lui un équilibre pervers. Les chiffres confirment cette réalité inquiétante. Une étude menée en 2020 sur plus de 3000 individus ayant des traits narcissiques a montré que 68% d'entre eux avaient maintenu au moins 2 relations affectives simultanées. Et parmi eux, la majorité affirmait ne ressentir aucune culpabilité. Ce n'est pas seulement de l'infidélité, c'est une organisation psychique particulière. Ils se nourrissent du fait de jongler entre plusieurs mondes, plusieurs miroirs, plusieurs sources d'admiration. Vous le ressentez, même sans preuve concrète. Ces moments où il est avec vous physiquement, mais absent émotionnellement. Vous lui parlez, il hoche la tête, mais ses yeux sont ailleurs. Vous partagez un moment, et il semble distrait, presque détaché. Cette distance n'est pas anodine. C'est le signe qu'il vit une autre réalité, qu'il investit son énergie émotionnelle dans une autre relation. Jung disait, ce que tu nies t'a servi. Et en niant cette vérité, vous vous enchaînez à une illusion. Un témoignage publié par une psychologue américaine raconte l'histoire d'une femme qui découvrit, après 10 ans de vie commune, que son mari menait une autre relation depuis plus de 5 ans. Ce qui l'avait troublé n'était pas les absences, mais ses instants de froideur soudaine. J'avais l'impression qu'il se vidait de son énergie quand il rentrait, comme s'il avait déjà donné ailleurs ce que j'attendais de lui. Ce sentiment, beaucoup l'ont ressenti sans pouvoir l'expliquer. Car la double vie émotionnelle ne laisse pas toujours de traces visibles, mais elle s'imprime dans les silences, dans les absences intérieures. Les neurosciences montrent que maintenir une double vie relationnelle active le cortex préfrontal de manière intense, car le cerveau doit gérer en permanence 2 récits, 2 identités. Cette charge cognitive entraîne souvent des incohérences, changements soudains d'humeur, oubli, erreurs dans les détails racontés. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il confond des dates, mélange des histoires, vous raconte un souvenir où vous étiez là, alors que ce n'est pas le cas. Ces failles ne sont pas des erreurs innocentes, elles sont les fissures d'une double vie. Sénèque écrivait, « Il n'y a pas d'homme assez riche pour acheter son passé ». Le pervers narcissique tente pourtant de réécrire son présent en permanence. Chaque mensonge est un fil ajouté à sa toile, chaque omission une brique dans le mur qui vous sépare. Et vous, de l'autre côté, vous sentez une distance que vous ne comprenez pas. Vous cherchez des explications rationnelles, le stress, le travail, la fatigue. Mais en réalité, il est en train d'investir son énergie ailleurs. Le plus pervers, c'est qu'il utilise cette double vie pour vous contrôler. Quand il sent que vous doutez,
Il vous inonde d'attention soudaine, de preuves d'amour théâtral. Il vous fait un cadeau, organise une sortie, multiplie les gestes tendres. Ce n'est pas par amour, mais pour réaffirmer son pouvoir. Freud expliquait que la culpabilité inconsciente se traduit souvent par un excès de compensation. Et c'est exactement ce que vous vivez, des vagues d'amour artificiel qui ne visent qu'à masquer la trahison. Vous vous demandez alors, comment distinguer le vrai du faux? La réponse n'est pas unique. La première piste est émotionnelle. Quand les gestes d'amour sonnent vides, quand ils ne résonnent plus avec la chaleur d'autrefois, vous êtes face à une illusion. La seconde piste est comportementale. Les incohérences, les oublis, les changements soudains de rythme de vie sont des signaux. Enfin, la troisième est intérieure, votre instinct. Jung rappelait que l'intuition est la fonction la plus méprisée, mais aussi la plus précieuse. Si vous ressentez un décalage, ce n'est pas une paranoïa, c'est une vérité intérieure qui cherche à émerger. La double vie émotionnelle n'est pas une simple trahison, c'est une fragmentation de la réalité. Elle détruit peu à peu votre confiance, non seulement en lui, mais aussi en vous-même. Et c'est précisément là que réside son pouvoir. Mais c'est aussi là que peut commencer votre libération. En acceptant de voir les fissures, en osant reconnaître que deux mondes coexistent, vous brisez le charme. Comme le disait Marc Aurèle, la vérité n'est jamais nuisible à celui qui la cherche. Carl Jung écrivait que les mensonges que l'on se raconte à soi-même sont les plus dangereux. Le pervers narcissique en est la preuve vivante. Son existence repose sur une construction fragile faite de fiction, de récits fabriqués, de vérités déformées. Il ne ment pas seulement à vous, il se ment à lui-même, chaque jour, pour maintenir en vie une image idéale. Freud avait déjà remarqué que le mensonge, loin d'être anodin, est une stratégie inconsciente pour échapper à la honte et au vide intérieur. Et ce vide, le pervers narcissique l'habite comme une maison en ruine qu'il recouvre de miroirs. Une étude menée par l'Université de Londres en 2016 a démontré que plus une personne ment, plus son cerveau s'habitue à l'acte de mentir. L'amygdale, la zone qui régule la culpabilité et la peur, réagit fortement au premier mensonge. Mais au fur et à mesure que les mensonges s'accumulent, la réaction émotionnelle diminue. C'est un phénomène d'habituation. En clair, plus il ment, plus c'est facile. Voilà pourquoi le pervers narcissique peut inventer une histoire avec une fluidité déconcertante, comme s'il la croyait vraiment. Il a entraîné son cerveau à rendre le mensonge naturel. Freud parlait du « mensonge nécessaire », celui que l'on construit pour protéger son moi fragile. Mais chez le pervers narcissique, ce mensonge devient une spirale. Car chaque tromperie en appelle une autre. Une absence justifiée par une excuse entraîne un nouveau détail à inventer. Un message caché conduit à une mise en scène encore plus élaborée. C'est une chaîne sans fin, où chaque mensonge devient la base d'un autre. Jung aurait appelé cela une inflation de l'ombre. Plus elle est niée, plus elle grandit et finit par dévorer celui qui la porte. Vous le remarquez dans les incohérences. Il dit être à un endroit, mais ses mots trahissent une confusion. Il raconte une histoire, puis quelques semaines plus tard, il la modifie sans même s'en rendre compte. Ces contradictions, vous les percevez, mais vous hésitez. Car vous vous demandez, peut-être ai-je mal entendu? Peut-être ai-je mal compris? C'est exactement ce qu'il veut. Le mensonge, ici, n'est pas seulement un outil de dissimulation, c'est un outil de contrôle. Vous douterez de vous avant de douter de lui. Les neurosciences révèlent un fait troublant. Une étude publiée dans Nature Neurosciences a montré que lorsque quelqu'un ment de manière répétée, son cortex préfrontal médian s'active intensément. Cette zone est liée à la planification et à la gestion des récits. Autrement dit, le mensonge chronique devient une construction narrative complexe. Le pervers narcissique n'est pas un simple menteur d'occasion, il devient un architecte du faux. Il bâtit un univers entier pour que vous restiez prisonnier de son théâtre. Un témoignage d'un thérapeute français raconte l'histoire d'un homme qui avait mené 3 vies parallèles pendant plus de 8 ans. Une femme, une maîtresse régulière, et plusieurs aventures passagères. Lorsqu'on l'interrogeait, il affirmait n'avoir jamais eu le sentiment de trahir. Pour lui, chaque histoire était vraie sur le moment. Voilà le cœur du mensonge narcissique, il se persuade lui-même pour mieux vous persuader. Comme le disait Nietzsche, les convictions sont des prisons plus dangereuses que les mensonges. Ce mécanisme n'est pas sans conséquence pour vous. Vivre avec un menteur chronique érode votre perception de la réalité. Vous commencez à douter de vos souvenirs, à réécrire votre propre histoire pour la rendre cohérente avec la sienne. C'est ce que les psychologues appellent le gaslighting, cette manipulation subtile qui vous fait perdre confiance en vos propres perceptions. Et c'est là que réside le plus grand danger, non pas qu'il mente, mais qu'il vous amène à douter de votre vérité. Marc Aurèle, pourtant empereur et philosophe, mettait déjà en garde, si ce que l'on te dit n'est pas vrai, regarde la vérité en face, car elle ne peut être blessée. Le problème,
c'est que le pervers narcissique ne vous laisse pas le temps ni l'espace de regarder cette vérité. Il vous bombarde de récits, d'excuses, de justifications. Et plus il parle, plus vous vous perdez dans le labyrinthe de ses mensonges. La spirale du mensonge a aussi une dimension biologique. Des chercheurs en neurosciences sociales ont découvert que le mensonge récurrent active le système dopaminergique, le même que celui qui régule les addictions. Mentir procure au pervers narcissique une forme de plaisir, un frisson lié au risque et à la sensation de supériorité. Il ne se contente pas de tromper pour se cacher, il trompe parce que cela lui donne le sentiment de contrôler le monde, de jouer avec les règles sociales. Et vous, face à cela, vous vous retrouvez dans une lutte invisible. Vous cherchez des preuves, des certitudes, mais elles vous échappent toujours. Vous sentez le mensonge, mais vous ne pouvez pas le prouver. Ce décalage est épuisant. Pourtant, comprendre ce mécanisme est déjà une victoire. Car une fois que vous réalisez que le mensonge n'est pas un accident, mais une structure, vous cessez de le prendre personnellement. Vous comprenez que vous êtes dans une spirale dont vous n'êtes pas l'origine. La vérité, c'est que le mensonge du pervers narcissique finira toujours par se fissurer. Comme l'écrivait Jung, ce qui reste dans l'ombre revient un jour sous forme de destin. Les contradictions s'accumulent, les incohérences deviennent visibles, et tôt ou tard, le masque tombe. Votre rôle n'est pas d'attendre la preuve ultime, mais d'apprendre à voir dans les fissures déjà présentes. Car c'est là que se cache votre libération. Carl Jung écrivait, « Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde en lui-même s'éveille. » Mais comment s'éveiller quand on vit prisonnier d'un paradoxe constant, quand chaque geste, chaque mot de l'autre semble à la fois vrai et faux, chaud et froid, proche et lointain? Le pervers narcissique vous enferme dans un labyrinthe psychologique où l'amour et la trahison cohabitent, où les promesses d'avenir se heurtent aux absences répétées. C'est cette contradiction permanente qui détruit peu à peu l'âme et le mental. Freud décrivait ce mécanisme sous le terme de « dissonance cognitive ». Le cerveau ne supporte pas de recevoir des signaux contradictoires trop longtemps. Quand il en reçoit, il cherche à créer une cohérence, même artificielle. C'est ainsi que vous justifiez ce qui semble injustifiable. Vous dites, il m'aime, même s'il est parfois distant. Il a des absences, mais c'est le travail. Ses colères, c'est parce qu'il souffre. Vous inventez des récits qui calment la douleur immédiate, mais qui vous enferment dans une prison invisible. Les chiffres sont parlants. Selon une étude du Journal of Affective Disorder, 76% des victimes de relations avec un pervers narcissique présentent des symptômes proches du stress post-traumatique, insomnie, anxiété chronique, troubles de la concentration. Pourquoi? Parce que le cerveau humain n'est pas conçu pour vivre dans un climat de doute permanent. La confiance est une base neurologique, un ciment relationnel. Quand elle est détruite, le système nerveux s'emballe, le cortisol, l'hormone du stress, sature l'organisme, et l'équilibre émotionnel s'effondre. Sénèque, il y a 2000 ans déjà, écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Et c'est exactement ce que provoque le pervers narcissique. Il colonise votre imagination. Vous commencez à vous demander en permanence « Où est-il? Que fait-il? Est-il avec quelqu'un d'autre ?» Chaque silence devient un champ de bataille intérieur. Chaque message sans réponse devient un poison qui vous ronge. Le pire n'est pas ce qu'il fait, mais ce que vous imaginez qu'il fait. Un témoignage recueilli par une thérapeute illustre ce processus. Une femme racontait qu'après plusieurs années avec un pervers narcissique, elle ne reconnaissait plus sa propre voix intérieure. « J'étais devenue étrangère à moi-même », disait-elle. « Je ne savais plus si mes doutes étaient réels ou s'ils étaient plantés en moi par ses paroles. » C'est ça, l'impact véritable. Vous perdez le sens de votre propre vérité. Vous vous coupez de votre intuition, de votre force intérieure. Les neurosciences confirment cette fracture. Une recherche menée à Harvard a montré que le stress relationnel chronique altère l'hippocampe, la zone du cerveau liée à la mémoire et à l'apprentissage. Cela explique pourquoi les victimes de pervers narcissiques finissent par douter de leurs propres souvenirs. Vous vous surprenez à dire « Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi le problème. » Mais ce n'est pas vous. C'est l'effet d'une manipulation qui use vos circuits neurologiques. Marc Aurèle offrait une piste pour survivre à cette tempête. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Cela signifie que vous ne pouvez pas empêcher un pervers narcissique de mentir, de séduire ailleurs, de jouer avec vos nerfs. Mais vous pouvez reprendre le contrôle de votre perception. La clé est d'apprendre à distinguer ce qui vient de vous et ce qui a été implanté par lui. Votre intuition, vos émotions, vos limites sont réelles. Ce qu'il vous fait croire pour vous culpabiliser ne l'est pas. Freud parlait de la compulsion de dépendance, cette tendance à rester attaché à la source même de la souffrance. Vous le ressentez, malgré les blessures, vous restez, parce qu'il y a aussi des moments d'intense passion,
des instants où vous croyez retrouver la personne que vous avez aimée. C'est un piège. Ces éclats d'amour ne sont pas le reflet de la réalité, mais des miettes calculées pour maintenir votre dépendance. Comprendre cela, c'est déjà reprendre une part de votre pouvoir. Alors, comment survivre à ces contradictions? La première réponse est psychologique. Acceptez que vous ne trouverez jamais de cohérence en lui. Attendre qu'il change, qu'il avoue, qu'il devienne fidèle, c'est prolonger votre prison. La seconde réponse est intérieure, revenir à vos fondations. Jung disait que l'ombre ne disparaît pas, mais qu'on peut l'intégrer. En voyant clairement ces contradictions, vous arrêtez de les subir inconsciemment. La troisième réponse est existentielle, vous autorisez à reconstruire ailleurs. Votre énergie est précieuse. Elle mérite d'être investie dans des relations où elle n'est pas dévorée par le doute. Vous pensiez que l'amour était un refuge, mais avec un pervers narcissique, il devient un champ de bataille. Pourtant, cette bataille peut aussi devenir une initiation. Vous découvrez vos forces, votre résilience, votre capacité à vous relever. Car survivre à ces contradictions, ce n'est pas seulement sortir d'une relation toxique. C'est renaître à soi-même, avec une lucidité nouvelle. Comme l'écrivait Jung, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Carl Jung disait, « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Cette phrase résonne avec une force particulière lorsqu'on a traversé la tempête d'une relation avec un pervers narcissique. Vous avez été blessé, trahi, vidé de votre énergie, mais vous n'êtes pas condamné à rester prisonnier de ces ruines. La douleur peut devenir un passage, un seuil vers une renaissance intérieure. La trahison, aussi violente soit-elle, peut se transformer en une force qui vous redéfinit. Freud expliquait que la souffrance est le moteur le plus puissant de transformation. C'est souvent dans les moments où tout s'effondre que nous sommes forcés de reconstruire. Les neurosciences confirment ce paradoxe. Une étude publiée dans Psychological Science a montré que les individus ayant traversé des traumatismes relationnels majeurs développent, dans 63% des cas, une forme de croissance post-traumatique. Ils deviennent plus conscients de leurs valeurs, plus résilients, plus ancrés dans leur authenticité. Ce qui détruit une illusion finit parfois par bâtir une vérité plus solide. Vous vous demandez peut-être, comment renaître alors que tout semble brisé? La première étape est l'acceptation. Sénèque écrivait, « Ce n'est pas la chose elle-même qui nous trouble, mais l'opinion que nous en avons. » Tant que vous voyez la trahison comme une preuve de votre faiblesse, elle vous écrase. Mais si vous la voyez comme le révélateur de sa fragilité à lui, alors vous commencez à vous libérer. Le pervers narcissique ne vous a pas trompé parce que vous n'étiez pas assez, mais parce qu'il n'est jamais comblé. Cette distinction change tout. Un témoignage bouleversant illustre cette métamorphose. Une femme ayant vécu 20 ans avec un pervers narcissique racontait qu'après avoir découvert ses infidélités, elle avait sombré dans une dépression profonde. Mais en thérapie, elle réalisa que cette souffrance avait réveillé en elle une force qu'elle ignorait. Elle apprit à poser des limites, à écouter son intuition, à redécouvrir des passions étouffées depuis des années. « Je croyais que j'étais détruite, mais en réalité, j'étais en train de renaître, » disait-elle. Ce parcours est celui de beaucoup. La chute devient le tremplin. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, répétait que l'obstacle est le chemin. Le pervers narcissique a voulu vous enfermer, mais en cherchant à vous détruire, il vous a offert malgré lui l'opportunité de découvrir votre propre force. La renaissance intérieure ne se fait pas dans l'oubli, mais dans la transmutation. Vous ne niez pas la douleur, vous la regardez, vous l'intégrez, et vous la transformez en énergie créatrice. Les neurosciences nous montrent que le cerveau est plastique, il peut se réorganiser, créer de nouvelles connexions après un traumatisme. Des études sur la méditation, par exemple, prouvent que quelques semaines de pratique suffisent à réduire l'activité de l'amygdale, centre de la peur, et à renforcer le cortex préfrontal, centre de la décision et de la résilience. Cela signifie que vous pouvez littéralement recabler votre esprit après la blessure. Le passé ne disparaît pas, mais il cesse de gouverner. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin où l'on intègre nos ombres pour devenir entier. La relation avec un pervers narcissique met en lumière vos zones de vulnérabilité, votre besoin d'être aimé, vos peurs de l'abandon, vos doutes. Mais ce qui hier était une faiblesse peut devenir demain une force, car en les voyant clairement, vous cessez d'en être victime. Vous n'êtes plus manipulable de la même manière. La renaissance, c'est cette lucidité qui vous protège. Freud ajoutait que la guérison passe par la parole, par le fait de nommer ce que l'on a vécu. Parler, écrire, témoigner, partager votre expérience devient un acte de puissance. Non seulement vous libérez votre propre douleur, mais vous devenez aussi une source de lumière pour d'autres. Chaque mot posé est une pierre ajoutée à la reconstruction de votre identité. Et puis vient la réconciliation avec vous-même.
Vous cessez de chercher chez l'autre la validation qu'il ne donnera jamais. Vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de ses mensonges ou de sa trahison. Vous redevenez le centre de votre propre vie. Comme le disait Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. La renaissance, c'est cela, décidez de vouloir votre propre chemin, plutôt que de subir celui qu'il avait tracé pour vous. Alors oui, vous avez été brisé. Oui, vous avez vu tomber le masque et découvert la trahison. Mais c'est précisément parce que vous avez traversé ce chaos que vous pouvez renaître plus fort. La renaissance intérieure n'est pas un retour à ce que vous étiez avant, c'est une métamorphose vers ce que vous êtes vraiment. Et cette vérité, personne ne pourra plus jamais vous l'enlever.